Bonjour David. Bonjour. David, je t'ai interpellé pour que tu nous fasses une petite entrevue. En fait, j'aimerais que tu nous parles de ton diagnostic du trouble de l'autisme, à quel moment tu t'es fait diagnostiquer, comment ça va dans ta vie au travail, parce qu'on s'était parlé cet été. En fait, cet été, tu m'avais envoyé une communication en lien avec ton travail, puis tu avais mis ça sur les réseaux sociaux, puis ça m'avait grandement touché. Puis je t'ai approché pour qu'on fasse cette petite entrevue-là pour la Fondation Jean Allard pour le 5 à 7 d'Alma pour recueillir des fonds pour les enfants et les adultes autistes au Ben, Saguenay-Lac-Saint-Jean. ça me fait vraiment plaisir d'y participer. Je te remercie. Puis si je peux aider les autres, particulièrement les autistes, ça me fait vraiment plaisir. Donc, tu veux que je commence en me présentant? Oui, présente-toi. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la Donc, vie? C'est quoi ton cheminement? parfait. Donc, David Gauthier, 39 ans. J'ai un bac puis une maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal. J'ai été diagnostiqué Asperger par le docteur Motron, qui est une grande sommité au Effectivement. Québec. J'ai été diagnostiqué très tardivement. Donc, j'ai été diagnostiqué à la fin de mon baccalauréat. Euh, c'est mon père qui m'a poussé à le rencontrer et honnêtement, j'étais plutôt réticent à cette époque-là. Je n'étais pas prêt vraiment. Mon père se posait des questions. Pourquoi David a toujours été plus lent à comprendre des choses? Pourquoi il se concentrait moins à l'école? Pourquoi il avait besoin de plus d'attention? Euh, et moi, à ce moment-là, mon père est éducateur spécialisé à Rivière-des-Prairies et moi, j'avais des préjugés. J'associais l'autisme à la maladie mentale, à l'autisme profond. Là. Donc, mon père m'a déjà amené sur ses lieux de travail, donc je voyais les personnes qui étaient là, donc je me dis, hey, mais ça se peut pas, moi je suis une personne intelligente, je suis une personne brillante, je ne suis pas comme ces gens-là. Donc j'avais créé moi-même des préjugés et je ne connaissais pas le spectre de l'autisme, je ne savais pas à quel point c'était étendu, puis qu'il y a des personnes autistes de haut niveau qui sont très intelligentes. Je ne savais même pas que Albert Einstein était soi-disant autiste. Mhm. Et j'ai fait ce diagnostic-là un peu pour faire plaisir à mes parents, mais je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça. En Et fait, le David, diagnostic a confirmé. excuse-moi, David, toi, tu associais le trouble du spectre de l'autisme, l'Asperger, en ton diagnostic, à la déficience intellectuelle? Exactement. Oui, OK. Tout à fait. Tout à fait. Et C'est pas le cas. effectivement, ce n'est pas le cas. Et ben c'est ça, je suis allé à cette rencontre-là, j'ai eu le diagnostic, mais je l'ai fait un peu pour faire plaisir à mes parents. Mais le diagnostic a bien confirmé que j'étais Asperger. J'ai mes passions d'Asperger. Les Asperger ont souvent une grande passion obsédante qui prend le dessus sur le reste de leur vie. Moi, j'ai toujours été passionné depuis que je suis jeune par le château de Versailles, donc en France. Je connais tout du château de Versailles, de la construction, de l'histoire de la monarchie française du 17e, 18e siècle. C'est ma grande passion. J'ai même eu l'occasion d'y aller, bien entendu, mais aussi de travailler au château de Versailles. En l'an 2000, j'ai fait un stage là-bas. Donc, c'est ma grande passion un peu obsessive, obsessionnelle, qui prend le dessus sur tout. Et, mais C'est je n'avais jamais David, réalisé. Oui, c'est David, ça va arriver qu'on va s'interrompre comme ça, tous les deux. C'est avant le trouble du spectre de l'autisme, c'est la nomenclature du diagnostic, c'était un trouble envahissant du développement. Donc, toi, ce qui envahissait beaucoup ta vie, c'était Versailles. Et ce l'est exact, encore. exactement, ce lien encore. Et aussi, sur le plan des interactions sociales, quand j'étais jeune, j'étais plus ou moins intéressé aux jeunes de mon âge. Je ne leur parlais pas vraiment. J'étais plus à l'aise avec les adultes. J'ai toujours été plus à l'aise avec les adultes qu'avec les jeunes de mon âge. C'était plus facile pour moi de socialiser avec des adultes. Et c'est tellement progressivement aussi que j'ai appris à maîtriser le langage social, ce qui se dit pas en société.
maîtriser aussi, à comprendre davantage mes émotions. On dit tout le temps qu'il y a des choses qui sont innées pour les neurotypiques, mais c'est des comportements qui doivent être acquis avec le temps. Pour les autistes, ben moi, il y a beaucoup de comportements, effectivement, que j'ai mis du temps à comprendre et à assimiler. Tu as fait ça, tu as fait ce cheminement-là tout seul au niveau de la compréhension des, du décodage social. Tu l'as fait tout seul ou tu étais accompagné d'un intervenant ou de la famille ou et tes parents t'ont aidé beaucoup là-dedans? Ben, j'ai été accompagné, mais en même temps, c'est parce que c'est un diagnostic que j'ai toujours refusé d'accepter jusqu'à l'an dernier, en 2020. Donc, moi, je voulais passer pour un être normal, pour un être qui se fond dans la masse. J'ai, malgré mes difficultés scolaires, malgré le fait que j'étais peut-être un peu plus lent, j'étais fier d'avoir accompli un bac, une maîtrise en histoire de l'art. J'ai étudié l'histoire de l'art justement à cause de ma passion pour Versailles. Puis moi, j'espérais dans la vie travailler dans les musées ou travailler dans l'enseignement de l'histoire de l'art. Et c'est seulement suite à un incident qui s'est produit dans mon milieu de travail actuel en juillet dernier que là, j'ai pris conscience, que j'ai réalisé que je n'avais pas le choix d'accepter mon diagnostic. Et pas juste de l'accepter, mais aussi d'en parler autour de moi pour que les gens comprennent pourquoi j'ai des réactions différentes d'une personne dite neurotypique normale dans certaines situations. David, avant qu'on tombe dans le feu du sujet, on peut-tu appeler ça une désorganisation dans le milieu de travail? La désorganisation dans le milieu de travail? Que tu t'es désorganisé un petit peu dans ton milieu de travail actuel? Oui, ben en fait, c'est ça. Mais avant de tomber là-dedans, David, je veux juste qu'on jase un petit peu. Tu me parles de difficultés scolaires, mais tu as quand même réussi à faire un bac puis une maîtrise en histoire de l'art. Oui, absolument, mais je me souviens qu'au primaire, j'étais accompagné dans des classes d'orthopédagogue. Puis probablement que si ça avait été populaire à cette époque-là, j'aurais pris du Ritalin pour m'aider avec ma concentration. Je me souviens que mes parents me disaient souvent que faire les devoirs le soir avec moi, c'était archi difficile. Ce qui pouvait prendre 15 minutes pour mes sœurs me prenait 2 heures parce que moi, mon esprit vagabondait facilement, puis j'étais... Tu avais un déficit de l'attention? Absolument, exactement. Est-ce que tu avais une hyperactivité aussi? Non, je crois pas que j'avais une hyperactivité. J'étais assez calme en général, puis, mais j'ai une hyper réactivité sur le plan émotif. Ça, je veux dire, quand j'ai une émotion, je la vis intensément. Je suis à fleur de peau. Puis jusqu'à longtemps, jusqu'à très récemment, je pensais que c'était une faiblesse parce que justement, je ressens tout, mais vraiment tout. Mais là, il faut que j'apprenne à accepter que ça fait partie de moi, puis que ça peut être une force constructrice, ça peut être une force créatrice aussi. Oui. Donc, mais il faut que tu saches la doser. Exactement, ce qui n'est pas facile. David, maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de ton milieu de travail, puis de la désorganisation que tu as eue au printemps. Puis c'est aussi en lien avec la situation actuelle de la pandémie. C'est en lien actuel avec la COVID. Puis j'aimerais ça que tu nous parles. Comment tu as vécu ça, toi, la pandémie, le début de la pandémie, la situation actuelle? Puis je sais que présentement, tu vis des choses difficiles au niveau émotionnel. Si tu as le goût d'en jaser un petit peu, vers la fin, tu nous en jaseras. Mais j'aimerais ça que tu nous parles au niveau du travail. Puis comment ça se déroule, mis à part la pandémie, dans ton milieu de travail, comment ça se déroule? Je t'écoute. OK. Ben, juste pour mettre les gens en contexte, moi, à la fin de ma maîtrise, je pense, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je pensais me diriger soit travailler dans les musées ou travailler dans le milieu de l'enseignement au niveau collégial de l'histoire de l'art, de la matière de l'histoire de l'art. Malheureusement, je n'ai pas trouvé et j'ai fait un choix personnel à ce moment-là de venir déménager à Québec pour suivre mon conjoint qui avait un poste important ici à Québec. Québec est un milieu plus petit que Montréal. Moi, je suis originaire de Montréal. J'ai eu de la difficulté à m'intégrer.
malgré de très nombreuses démarches, puis je continue encore d'essayer de frapper aux portes des musées et des cégeps. J'ai eu quelques entrevues, mais je n'ai pas été sélectionné. Malgré tout ça, ben, je n'ai pas réussi à trouver de job dans mon domaine. Donc, il faut quand même vivre. Exact. Et David, quand tu fais des entrevues, quand tu vas faire des entrevues, exemple pour les musées ou pour les cégeps, pour l'enseignement, est-ce que tu parles de ton diagnostic ou pas du tout? Ben non, puisque c'est un diagnostic que je n'ai accepté que suite à mon incident de juillet dernier. Donc, tout ce qui a été fait avant juillet dernier, puis toutes mes expériences professionnelles aussi, où des fois, je me faisais dire par mes employeurs, il me semble que tu es différent des autres, que tu t'intègres moins bien. C'est ça. Il me semble que tu t'intègres moins bien, David, dans l'équipe. Ben, malgré tout ça, j'ai jamais osé dire ben, c'est parce que je suis différent, tout simplement. Mm-hmm. Mais puis j'ai eu des expériences professionnelles aussi où j'ai été renvoyé à cause de multiples circonstances, mais des fois, c'est juste simplement parce que l'employeur m'aimait pas, à cause de certains comportements, réactivités que je pouvais avoir à cause de mon diagnostic de l'autisme. Mais peut-être que si je l'avais dit, aujourd'hui, j'aurais encore ces emplois-là. Peut-être. Mais revenons au printemps. exactement, mais je veux juste dire que pour avoir une sécurité professionnelle, parce que j'ai besoin d'un milieu quand même stable et rassurant, j'ai accepté un emploi dans un hôpital, au départ à l'entretien ménager, tu sais, le gars qui a une maîtrise à l'université qui travaille comme l'entretien ménager, et par la suite, magasinier. Donc, je m'occupe de l'approvisionnement en fourniture pour des unités de soins de l'hôpital. C'est un emploi qui est peu valorisant, qui n'a pas beaucoup d'exigences et pour lesquelles je suis surqualifié. Donc, je me suis créé une image très négative de moi-même à cause de ce travail-là. Je me suis dit, mais coudonc, même si j'ai une maîtrise à l'université, je ne vaux pas mieux que ça, je ne vaux pas mieux que cet emploi-là. Je me suis créé une image négative, et puis ça a amené aussi un comportement chez moi un peu grognon, taciturne. Des fois, il travaille. Ouais, c'est de refaire cet emploi de merde-là. Emploi que j'ose pas quitter parce que je suis bien protégé, j'ai un syndicat, puis comme j'ai eu des expériences j'ai été renvoyé, là, au moins, je ne serais pas renvoyé parce que je sais que je suis bien protégé. Oui, exact. Ouais. Donc, une pour répondre à ta question, la COVID est arrivée. Moi, je suis magasinier au bloc opératoire. Du jour au lendemain, les procédures ont complètement changé. Il y a eu du délestabilité. Les premiers temps, il n'y avait plus d'opérations au bloc opératoire. Progressivement, plusieurs mesures se sont ajoutées les unes à la suite des autres. Mais en juillet, le premier ministre a annoncé que le port du masque devenait obligatoire à l'intérieur, partout. Et moi, je travaille dans un milieu hospitalier qui, selon moi, est le milieu le plus vulnérable possible avec les CHSLD. Et la mesure venait de devenir obligatoire depuis 3 jours, 2-3 jours. Et je travaille dans le corridor où je déballe ma marchandise pour aller la placer. Et je vois 5 médecins anesthésistes qui sortent d'un bureau. Ils passent tous à moins de 2 mètres de moi et ils ne portent pas de masque. Toi, bien, tu es rigide, puis les règles sont très importantes. Exactement. Moi c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. Si tu me dis que tu fais ça, si tu me dis que la directive, c'est ça, voilà, respect. Je suis pas capable de ne pas suivre la règle et ça crée un sentiment de colère, de peur, oui, de peur d'attraper la maladie, mais surtout de colère. J'ai de la misère quand les gens autour de moi ne suivent pas les règles. C'est comme ça. Et j'ai eu une réaction spontanée qu'un neurotypique n'aurait pas eu, mais moi, parce que on dit souvent que les autistes ne comprennent pas le principe des classes sociales, puis de plier les chines devant les personnes plus importantes, tout ça. Puis, ben, moi, que tu sois médecin, premier ministre du Québec ou président,
je te vois à un pied d'égalité par rapport à moi. Mhm. Et ma réaction spontanée, ça a été de dire bravo les médecins, bel exemple pour la société. Parce que je voulais qu'ils prennent conscience que c'est eux qui sont aux premières lignes, les médecins, puis Mhm. c'est à eux de donner l'exemple. Ma réaction était inappropriée, ça j'en suis bien conscient. Et suite à ça, il y a une médecin qui s'est approchée de moi, qui m'a dit « Hey, c'est quoi toi ton problème? » À quoi j'ai répondu « Moi, madame, j'en ai pas de problème, je le porte, mon masque. » C'est pas madame, c'est docteur. Puis toi, tu sauras que tu es la personne la plus détestée du bloc opératoire. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est gentil. C'est très gentil. C'est un médecin avec qui je n'avais jamais parlé vraiment auparavant. Et même si rationnellement, je sais que c'est complètement faux, puis qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient au bloc opératoire sur le coup, parce que je me sentais vulnérable, je me suis mis à penser à un de nos collègues de travail qui s'est enlevé la vie au début de la pandémie en mars. Mhm. Je ne sais pas pour quelle raison il s'est enlevé la vie. Je ne sais pas si c'est lié à la pandémie, s'il y avait des problèmes. Mais je me suis dit, si moi, je suis à ce point détesté, si je suis un poids pour les gens dans mon entourage, ben, je ferais mieux de débarrasser le plancher. Mhm. Et j'ai eu des idées, des pensées suicidaires, des pensées négatives. Quand je suis revenu du travail cette journée-là, je me suis mis à pleurer comme un veau, comme un bébé. Et je pensais aussi aux conséquences parce que les médecins ont porté plainte contre moi auprès Mhm. de ma chef de service. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne pensais pas être envoyé, mais est-ce que j'allais être pénalisé ou quoi que ce soit? Sanction disciplinaire. Exactement. Et mon niveau d'angoisse n'a jamais été aussi élevé qu'à ce moment-là. Et j'allais vraiment pas bien. J'ai demandé à mon conjoint d'appeler mon père. Et mon père avec qui je suis très proche. Et Mhm. mon père qui habite Laval s'est déplacé à 10 heures le soir Mhm. pour venir m'aider. Et le lendemain matin, j'ai été admis, on parle du 23 juillet, le lendemain matin, j'ai été admis à l'urgence psychiatrique Psychiatrique. de l'Enfant Jésus. Donc, j'ai été hospitalisé seulement une journée et demie là-bas, mais j'ai été soigné par le docteur Gauthier, une belle équipe Mhm. qui m'ont aidé, puis qui m'ont donné des pistes. Et genre, en fait, c'était un appel à l'aide. Je ne voulais pas vraiment mourir ou quoi que ce soit, mais je faisais un appel à l'aide. Et c'est suite à ça que j'ai été mis en contact avec l'organisme Autisme Québec. C'est mon père, en fait, qui a fait quelques recherches, qui m'a poussé à entreprendre des démarches pour demander de l'aide auprès de cet organisme-là. Et j'ai développé un lien de confiance avec un intervenant d'Autisme Québec, Véronique Tremblay, qui est devenue, je pense que je peux le dire, là, une amie, même si la relation Mhm. Mhm. aidé, je pense qu'on peut dire qu'on est devenus des bons amis. Et elle m'a aidé à comprendre et à comprendre que je dois accepter mon diagnostic et à comprendre que faut pas que faut pas que j'en fasse une faiblesse, faut pas que je me vois comme inférieur parce que je suis ce que je suis, qu'il faut que puis il faut aussi qu'il faut que j'en parle autour de moi pour que les gens comprennent que j'ai des réactions dans certaines situations, j'ai un niveau de stress dans certaines situations. C'est pas nécessairement à cause de. C'est vraiment expliqué à cause de ma différence, tout simplement. C'est vraiment en lien avec ton diagnostic. Exactement. C'est des caractéristiques de ton diagnostic. Exactement. Des Exactement. caractéristiques qu'il faut que tu travailles. Euh, Mm-hmm. des caractéristiques qui vont s'atténuer tranquillement en prenant conscience de ton diagnostic, en travaillant ces caractéristiques-là. Mais c'est des caractéristiques que tu vas vivre avec toute ta vie. Exactement. Puis, il faut quand même le mentionner, une de ces caractéristiques-là importantes, c'est la peur de la nouveauté. Ouais. Les autistes, quand leur environnement. J'aime pas dire routine parce qu'il n'y a personne qui aime la routine. Mais pour tout le monde, ça peut être pesant, la routine. Si on parle de quotidien,
mais on a besoin d'une structure. Moi, j'aime mieux dire structure. On a besoin d'une espèce de structure, d'une organisation. Puis, quand les règles viennent changer, quand les comportements sociaux viennent changer, ben, ça crée des tensions. Puis aussi, j'ai réalisé aussi. David, est-ce que si on parle de routine, on parle de structure, d'encadrement quotidien, puis tout ça, c'est important pour les troubles du spectre de l'autisme, ça fait partie de leur façon d'être, puis ça fait partie de leur quotidien. Si toi, ta structure change, mais quelqu'un t'a avisé que ta structure allait changer, ça te prépare, ça diminue ton anxiété. Exactement. Puis des fois aussi, ça peut arriver qu'une procédure change au bloc opératoire ou dans mon service de la logistique, puis que personne n'a pensé à me prévenir que maintenant on faisait ça comme ça au lieu de le faire comme ça, puis ça créait chez moi de la colère, carrément de la colère. Mais maintenant, David, que tu as spécifié que tu avais un diagnostic du trouble du spectre du trouble envahissant du développement, voyons, j'utilise le vieux terme parce qu'on a parlé tout à l'heure du trouble du spectre de l'autisme. Tu en as parlé à ton gestionnaire, ta gestionnaire. Pour elle, maintenant, elle le sait. Elle est en mesure de... Elle le sait, mais le problème, c'est que du moment que tu l'expliques aux gens que tu es autiste, il faut que tu l'expliques c'est quoi l'autisme pour qu'ils sachent comment dealer avec une personne qui est autiste. Puis des fois, ça prend un temps d'adaptation qui n'est pas évident. Puis un aménagement de l'espace pour que l'autiste puisse se sentir en confiance. Donc, tu sais, ton employeur, David, peut faire des demandes auprès d'Autisme Québec, auprès de Véronique, pour que Véronique aille faire comprendre. En fait, c'est moi qui ai dû faire la demande à Véronique pour qu'elle l'explique à je voulais créer une relation avec mon employeur. Je m'entends bien avec ma chef de service. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que des fois, elle ne réalise pas que c'est inconscient chez elle, elle peut me dire une chose, mais que ce n'est pas la bonne manière de le dire à une personne autiste. Mais elle aussi, il faut qu'elle apprenne. Il faut qu'elle va grandir là-dedans. Exactement. Ça ne fait pas tellement longtemps, elle aussi. Puis c'est complexe, hein? Même pour un employeur, pour un neurotypique, de comprendre le trouble du spectre de l'autisme, c'est très complexe. Vous autres, exactement. Puis aussi, Véronique, je veux juste revenir là-dessus. Véronique, comme je suis un autiste comme de haut niveau, comme je suis assez fonctionnel en société, c'est pas écrit dans ma face que je suis autiste. Donc, les gens ont des attentes inconsciemment, les gens ont des attentes envers moi parce qu'ils pensent que je vais fonctionner comme n'importe qui en société puisque je ne parais pas autiste là, au premier niveau. Donc, ils ne réalisent pas nécessairement qu'ils doivent adapter certaines choses pour mieux entrer en communication avec moi. Est-ce que tu as été retiré longtemps du travail, David? J'ai eu un temps d'arrêt de 2 mois, carrément. C'est pendant cette période-là aussi qu'il y a eu l'article qui a été publié dans le Journal de Québec sur justement comment les autistes vivaient la période de la pandémie. J'ai quand même fait des choses constructives pendant cette période-là. J'ai appris à me reconstruire, à apprendre à accepter qui j'étais. J'ai fait un podcast avec un ami sur l'histoire, donc ça a été une belle expérience enrichissante. Mais c'est aussi une période que j'ai vécue un peu comme une crise de la quarantaine, où j'ai un peu remis en question toute la structure de mon univers et où j'ai commencé à prendre conscience de « Ouais, mais je suis qui moi vraiment? » Je voudrais juste aussi ajouter par rapport à la question du port du masque. J'ai remarqué que chez moi, quand les gens portent un masque, c'est comme si ça mettait une barrière sociale. Tu sais, le masque devient une barrière sociale. Le 2 mètres devient une barrière sociale. Puis du moment que tu n'as pas le masque ou que tu ne respectes pas le 2 mètres, puis que tu rentres dans l'espace des autres, c'est comme si ça l'avait développé chez moi une certaine phobie sociale inconsciemment. Puis déjà, je ne suis pas nécessairement allé porter vers les autres parce que je suis un tempérament peut-être un petit peu plus introverti, solitaire. Mais j'avais l'impression que les gens autour de moi rentraient dans ma bulle à cause qu'ils ne portaient pas le masque. OK. Quand là, tu parles des médecins là, qui ne portaient pas le masque. Mais qui étaient à moins de 2 mètres de moi. Mais qui étaient à moins de 2 mètres. Mais
David, si on parle des gens qui portent le masque, qui sont à 2 mètres de toi, qu'est-ce que ça fait pour toi au niveau de ta bulle? Est-ce que Complètement indifférent. indifférent complètement? Puis on peut parler, puis c'est super sympathique, il n'y a pas de problème. Puisque C'est plus on, facile pour toi, David, excuse-moi, c'est plus facile pour toi si on fait un parallèle avec pandémie, sans pandémie. Sans pandémie, les gens sont près de toi, ils vont se rapprocher plus de toi. Puis avec pandémie, ils sont plus loin. T'aimes quoi, toi, là-dedans? T'aimes-tu que les gens soient un peu plus loin ou soient un peu plus proches? c'est un contexte qui est. En temps normal, j'ai aucun problème. OK. Je n'ai aucun problème avec la Ta bulle n'est proximité pas des gens. grosse. Ma bulle n'est pas si grosse que ça. Là. Je suis, comme j'ai dit, je suis un autiste d'assez haut niveau, assez fonctionnel, puis je suis assez. Je suis capable de m'intégrer quand même un peu, puis d'aller vers les gens. Mais là, on dirait que ma bulle s'est rapetissée avec la pandémie. La peur de la maladie, une espèce de phobie sociale qui s'est créée de ça aussi. Mais j'ai remarqué aussi, quand je connais une personne, quand c'est une personne que je connais et que je suis assez intime avec, j'ai un peu moins peur que cette personne-là soit à l'intérieur de ma bulle. Mais quand c'est un pur inconnu qui ne porte pas son masque, qui est à moins de 2 mètres de moi, c'est là que ça crée de l'angoisse chez moi. OK. Donc, David, tu avais un conjoint. Vous oui. viviez toutes les deux ensemble. Tu me disais que, bon, lui, il avait un poste important. Il devait sûrement. Est-ce qu'il travaillait toujours à la maison, à partir de la maison, en télétravail? Malheureusement, oui, puisque il travaille dans un organisme culturel et à cause de la pandémie, OK. les spectacles ont dû cesser complètement. Donc, effectivement, il était essentiellement en télétravail et il y avait des enregistrements qui étaient programmés, mais il n'y avait plus de performances live devant un public. Donc, toi, bon, ça ne te dérangeait pas parce qu'il n'y avait pas à sortir beaucoup, tout ça, mais quand il y avait à sortir de la maison, est-ce que tu lui faisais automatiquement confiance en revenant ou. Oui. Oui, OK. Oui, parce que C'est bon. mon conjoint respectait toujours les règles, l'hygiène des mains, le port du masque. Mon conjoint, ce qui est un peu ironique, c'est que dans son organisme culturel, j'ai remarqué que les règles étaient plus sévères que dans mon propre hôpital. Puis, dans son organisme, le port du masque est arrivé avant mon hôpital, OK. ce qui m'apparaît comme une aberration. Tu sais. Les autistes cherchent toujours la justice. La plupart des autistes que je connais cherchent la justice, la vérité, puis ils veulent un peu éveiller les consciences autour d'eux. Donc, ça m'apparaissait vraiment comme une injustice qu'un hôpital, qui est l'endroit le plus vulnérable, mette autant de temps avant. Ça a été très long David, avant que dans mon hôpital, le masque soit obligatoire. David, c'est les règles, là. Tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais de rigidité, là, quand là, il y a des règles, là, vous respectez les règles. La rigidité, c'est ça aussi. Mm-hmm. Puis la rigidité fait que toi, ben, en voyant tout ça, tu connaissais des règles. On en entendait beaucoup parler à la radio, à la télévision. Ces règles-là n'étaient pas respectées. Ta rigidité faisait que ça n'a pas fait parce que personne ne respectait les règles alentour de toi. C'est ça. Ton C'était pas une attaque des personnes aussi. Non. C'était pas une manière de dire aux gens je vous déteste. Là. C'était une manière de dire c'était comme une manière de dire éveillez vos consciences un peu. Ouais. Prenez conscience que les risques sont élevés. Ton retour au travail avec ta gestionnaire, tu me disais que ça a bien été avec ton équipe de travail, les médecins? Oui, ça a bien. On m'avait proposé un retour progressif, mais moi, j'ai demandé un retour complet à temps plein, mais je voulais être accompagné donc, pendant les 2 premières semaines. Donc, pendant les 2 premières semaines, j'avais un collègue magasinier qui était avec moi pour m'aider à apprivoiser un petit peu, revenir à mon environnement de travail. Ce qui n'a pas été facile parce que durant mon absence, ils ont changé une partie de la structure de mon travail. Oui, absolument. Ils ont décidé, par exemple, que j'avais plus besoin d'ordinateur pour travailler et que je peux utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre alors que c'est impossible de partager l'ordinateur. Il a fallu que je m'affirme dans le respect des autres en disant non, regardez,
j'ai vraiment besoin de mon poste d'ordinateur. S'il est là, dans ce coin-là, il ne dérange personne. Donc, il a fallu que ça a demandé une réadaptation. David, il n'y a pas juste les troubles du spectre de l'autisme. Là. Moi, là, un ordinateur pour mon travail, là, je n'ai jamais été en mesure de le partager. Ça ne se partage pas. Pour moi, c'est une question d'hygiène, c'est une question de. Ça ne se partage pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans mon service. Je te dirais que les ordinateurs sont beaucoup partagés en commun et ne sont pas nécessairement nettoyés entre chaque utilisateur. Exactement, c'est pour ça. Et puis, je veux aussi mentionner ton accompagnement, tu as été accompagné pendant un petit bout de temps. Oui, puis après ça, j'ai repris, puis j'ai senti un bon accueil parce que les gens avaient lu l'article. Et au bloc opératoire où je travaille, j'ai ressenti un très, très bon accueil. Puis il y a des gens qui m'ont dit, mais tu aurais dû nous le dire, tu aurais dû nous le dire. Mon fils est autiste, mon neveu est autiste, donc j'ai senti beaucoup d'empathie. Par contre, dans mes collègues magasiniers, il y a des gens qui n'ont toujours pas assimilé certaines règles, puis je te parle encore maintenant. J'ai un collègue qui, lui, le matin, rentre dans le magasin parce que c'est un peu un espace clos à l'intérieur de l'hôpital, puis il y a une porte indépendante qui donne sur l'extérieur. Il y a des collègues il y a deux, trois collègues qui rentrent puis qui ne portent pas leur masque, mais qui le mettent seulement quand ils sortent de l'espace du magasin. Ou je m'en vais fumer dehors, je ne porte pas mon masque. Puis ça crée encore des tensions chez moi. Il faut que je leur dise, regarde, moi, j'aime pas ça. Est-ce que je peux te demander de mettre ton masque en ma présence, s'il vous plaît? Donc, tu sais, des fois, c'est ça, quelqu'un vient me voir pour me montrer quelque chose. Il est à côté de moi, mais il ne porte pas son masque. Il faut que je lui explique, non, regarde là. Là, il y a 2 contraintes, pas de masque, puis moins de 2 mètres. Et aussi, il y a quand même eu une personne de mon service qui l'a attrapé, la COVID. Donc, je trouve ça encore aberrant qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore la conscience sociale. Ça devient une question de savoir-vivre aussi. Ouais. C'est ça le problème. Tu sais, David, là, il ne faut pas trop leur en vouloir parce que quand on écoute les informations au niveau des complotistes, il y a toujours des gens qui vont dire non, la COVID, c'est juste une grosse grippe. Puis, oui. Il y en a toujours que, bon, mais ça, on ne pourra pas changer les gens. David, écoute, moi, là, je suis très emballé de notre discussion. Puis, avant que j'enregistre la discussion, je m'excuse. On a parlé que présentement, tu vis des choses bouleversantes. Oui, on peut appeler ça comme ça. Tu quittes ton conjoint que ça fait plusieurs années que tu étais avec. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Tout à l'heure, on parlait de quotidien, on parlait d'encadrement. Donc, tu te retrouves sans quotidien. Tu te retrouves dans un espace, oui, tu es chez un ami, mais ce n'est pas ton espace à toi. Exactement. Je sais que tu avais une grande collection de vaisselle au niveau Versailles. Oui, dans ma passion autiste, je me suis mis à collectionner la vaisselle qui datait de l'époque de Louis-Philippe, donc la porcelaine de Sèvres française. Donc, fait que tout ça, je sais que tu as des chiens aussi. 2 chiens. Ils ne sont pas avec toi? Non, il y en a un qui est avec moi présentement. Okay. Tout ça, au niveau de la désorganisation, comment ça se passe? Bien, je dis souvent qu'actuellement, j'ai comme 3 vies à vivre en même temps. J'ai une vie professionnelle, j'ai un déménagement, puis j'ai un emménagement. Donc, tu sais, mon trop-plein d'autisme, il est atteint. Là. Ouais, hein? Sur le plan émotionnel, j'ai jamais été aussi sollicité. Je suis à fleur de peau. C'est très difficile. Je fais attention à ma santé, je fais attention à moi. Mais par contre, j'ai recommencé à fumer, que j'avais cessé depuis des années, mais je recommence à fumer. C'est pas quelque chose dont je suis fier, mais ça me donne un certain calme pour être capable de continuer. Donc, c'est comme un déviatif que j'espère le plus temporaire possible. Okay. Mais ça se passe bien avec mon ex-conjoint qui accepte ma décision, même si ça lui fait mal. Mais c'est difficile. Puis là, c'est difficile d'être privé d'un de mes 2 chiens parce que mes chiens, c'est ma famille. J'ai convenu avec mon conjoint qu'on allait les partager. Donc, chacun en avoir un, mais avoir des périodes de garde. Donc, pendant un certain temps, j'aurai un chien. Pendant un autre temps, il y aurait l'autre chien. Comme ça, on a tous les 2 notre charge affective avec nos chiens qu'on aime bien. Donc, c'est
à 39 ans, je me retrouve pour la première fois de ma vie un peu face à l'inconnu. Dans un certain sens, j'ai l'impression d'avoir 24 ans à nouveau parce que c'est comme à la fin de mes études universitaires où j'avais des choix à faire pour moi-même. Mm-hmm. Je suis peut-être mieux outillé qu'à 24 ans, mais aussi je me sens un peu plus fragile qu'à 24 ans parce qu'à 24 ans, j'avais une candeur, j'étais naïf, je ne connaissais pas rien de la vie, mais maintenant que je connais un peu ce que c'est que la vie, qu'il faut payer des factures, qu'il faut faire un budget, pour moi, c'est très abstrait. L'argent, c'est très abstrait. Puis ça, c'est lié à mon autisme. Faire un budget, savoir qu'est-ce que je peux dépenser, comment le dépenser. Est-ce que tu vas avoir de l'aide? Est-ce que tu es accompagné là-dedans? Est-ce que Véronique Tremblay va t'aider là-dedans? Oui, absolument. Puis je vais me trouver un comptable aussi parce que Véronique Tremblay m'a permis de comprendre, et ça, c'est un message à envoyer à tous les autistes. Vous avez droit à des crédits d'impôt au gouvernement fédéral qui sont quand même très avantageux. Donc, allez les chercher. Mm-hmm. C'est des programmes qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire la demande. Il y a un formulaire. Tu pourras mettre le lien. Je ne me souviens même plus du nom du formulaire, mais il y a un formulaire qu'on peut faire remplir par un médecin qui confirme le diagnostic et qui permet d'avoir droit, exactement, qui donne des crédits intéressants. On ne l'a pas volé, on en a droit parce qu'on est différent. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher cette aide-là aussi. Au niveau émotionnel, David, présentement, est-ce que tu es bien entouré? Ta famille, je sais qu'elle est à Montréal, mais je sais que ton père est très proche de toi parce que tu as démontré que ton père avait été descendu rapidement pour t'aider quand tu as eu des difficultés. Tu es bien entouré? Je suis bien entouré, mais c'est un contexte tellement difficile, la pandémie, pour tout le monde. Je veux dire, on a besoin de nos proches, mais on les voit en Zoom et en Skype. Donc, parce que d'ailleurs, cette entrevue-là, on aurait souhaité la faire en direct. Hein? Ça aurait été tellement agréable, effectivement. Ça aurait été agréable. Mais je pense que aussi, ce que ça nous demande, c'est d'aller chercher c'est bien d'aller chercher la force, d'aller chercher de l'aide, mais il faut trouver sa force intérieure aussi. Mais je t'invite à aller chercher de l'aide quand tu en as besoin. D'abord, tu es en mesure, je sais que tu es capable, tu me l'as expliqué que tu étais capable d'aller chercher de l'aide quand tu en avais besoin. Il faut faire attention de ne pas retomber dans tes idées sombres que tu as déjà eues en juillet. Oui. Puis aussi, peut-être parce que je suis autiste, ou juste parce que je suis qui je suis, j'ai tendance à plier les bras rapidement. Donc, si je réussissais pas quelque chose à l'école du premier coup, j'avais tendance à laisser tomber. Donc, plutôt que de persévérer, d'essayer jusqu'à temps que je réussisse à comprendre. Récemment, j'ai voulu prendre des cours de poterie, puis comme je me trouvais malhabile, j'ai tout lâché ça, malheureusement, plutôt que de persévérer. Donc, là, il faut que je me donne aussi comme objectif, OK, là, tu as beaucoup de choses à vivre, tu as une charge émotionnelle immense à gérer, mais vas-y un jour à la fois. Tu n'es pas obligé de... Mon ex-conjoint ne me met pas de pression. Il ne me dit pas tu dois prendre tes affaires puis partir tout de suite. Là. Donc, je fais boîte par boîte, je gère émotion par émotion, jour après jour. Mais en même temps, c'est ça. Je sais qu'il faut que je réussisse à me construire mon chez-moi, mais il faut pas que faut que je me laisse du temps. David, il faut que tu te fasses des petits objectifs à la fois. Il ne faut pas que tu fasses des gros objectifs. David, on va mettre, parce qu'on a 1 heure pour le Zoom, on a presque terminé notre Zoom. Écoute, nous, on va sûrement se rejaser. Je te remercie beaucoup d'avoir transmis ton témoignage puis d'avoir fait comprendre un peu encore aux neurotypiques, parce que nous, entre nous, on les appelle comme ça, les gens normaux. Absolument. De faire comprendre à la population en général qu'est-ce qui était le trouble du spectre de l'autisme, puis que le diagnostic pouvait être porté à tous les âges. Puis je veux juste ajouter, si tu permets, à tous les autistes, et n'hésitez pas à lire sur le sujet pour briser vos propres préjugés. Véronique Tremblay me disait qu'il n'y a rien de pire que les autistes pour juger les autres autistes. Exactement.
Donc, moi, j'ai lu un ouvrage sur la gestion de l'anxiété par Harrison qui m'a beaucoup aidé, justement. Et Brigitte Harrison. aussi, exactement, Brigitte Harrison. Et aussi, s'il y a des autistes qui veulent me rejoindre, je t'autorise à donner mes coordonnées personnelles. S'ils veulent me parler avec moi, ça va me faire plaisir. Parfait. David, aussi, j'aimerais dire que la porte d'entrée pour les diagnostics, oui, il y a le privé. Toi, Motron, tu es allé au privé? Non, c'était le Non, public. c'était C'était le vraiment le public. public. La porte d'entrée, c'est les CLSC. En fait, maintenant, c'est la première ligne, c'est les CLSC qui sont la porte d'entrée pour les diagnostics, l'évaluation des troubles du spectre de l'autisme. David, on se rejase, on ferme la caméra, puis on se dit quelques bonjours vers la fin. Je te remercie encore beaucoup, David. Merci.